Je dirais que d'une manière générale, en ce moment, ça va relativement, c'est jouable pour les jeunes d'ici, hein. Il y a un certain nombre, que ce soit en locatif ou que ce soit construction nouvelle voilà, ou achat de vieilles maisons à retaper. Je crois qu'il y a encore de quoi faire en Soule. On n'a pas la pression foncière qu'on peut avoir, je dirais, sur la pression immobilière qu'on peut avoir sur d'autres parties du territoire. Essentiellement, bon, ce sont des jeunes qui veulent s'installer ici. Donc on a senti, comment dire, un mouvement, enfin des gens intéressés pour construire depuis, je dirais même avant la crise sanitaire actuelle. Et la crise sanitaire a complètement accéléré ce mouvement. Et nous avons pas mal de gens de l'extérieur maintenant, notamment de jeunes couples qui veulent venir ici, et ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la Soule et la Haute-Soule. Je dirais que dans 80% des cas, c'est des actifs. Globalement, enfin moi les cas que j'ai ici sur la commune, ce sont des gens qui, d'une manière ou d'une autre, se sont rapprochés du territoire et qui ont trouvé une activité ici et qui veulent vraiment s'implanter ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné de leur parcours, ils sont passés par la Soule et d'après ce qu'ils me disent, le territoire leur plaît et ils veulent s'installer ici. Moi, c'est les cas que j'ai. La plupart des cas, c'est ce genre de personnes-là qui veulent s'installer, qui, par leur parcours, sont passés par la Soule, par la Haute-Soule, et qui veulent maintenant s'installer ici définitivement. Bon, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Parce que notre bassin économique, c'est Haute-Soule et autour de Montléon, voire Oloron ou Saint-Palais. Et voilà, non, les gens n'ont pas peur voilà, de faire des distances. Mais bon, moi, par exemple, j'ai un couple qui cherche une maison là, ou un terrain à bâtir. L'un est kiné, lui il est kiné, elle travaille dans une banque. Et voilà, donc ça peut être Tardette, ça peut être Montléon, voilà. Mais en général, ils ont déjà il y a cette configuration, ils ont déjà une activité, enfin, ils sont déjà actifs. Et il y a d'autres personnes, des couples qui sont descendus bon, j'ai un couple qui vient du nord de la France, qui connaissaient le territoire parce que leurs parents venaient en vacances ici et ils venaient régulièrement, que l'endroit leur plaisait, et qui ont tout lâché là-bas pour venir s'installer ici. Voilà. Et ça, je pense qu'il y a d'autres endroits de Soule, c'est un peu la même chose. Voilà. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de reportages aussi dernièrement sur le Pays Basque et enfin, je dirais quelque part sur le Pays Basque intérieur, qui ont fait que les gens s'aperçoivent que, bon, on vit, il faut le dire, un petit paradis, quoi. Voilà. Non, ici, les prix sont encore relativement stables, hein. Donc, par contre, on a des échos, justement, la pression foncière qui au départ était sur la côte. Elle commence maintenant à venir très sérieusement, je dirais, à impacter très sérieusement, je dirais, sur le Pays Basque intérieur. Je passe du côté de Garassi et du côté de Saint-Palais, où on entend que les prix sont en train d'augmenter. Euh, Parce que le problème, c'est la mobilité. C'est-à-dire un jeune actif de Saint-Palais qui travaille sur Bayonne, il peut habiter Saint-Palais. Un couple qui s'installe à Garassi, il peut aussi travailler sur la côte. Hein, 40-45 minutes de trajet, voilà. Ici, de la Soule, c'est quand même 1 heure et quart. Hein, il faut savoir ça. C'est-à-dire que bon, c'est un peu difficile quand même de faire sur le plan mobilité, c'est un peu, voilà, c'est un peu plus ardu, je dirais. Et donc, je pense que la pression foncière, enfin, les prix immobiliers seront, enfin, la pression sera moins prégnante sur la Soule pour l'instant. Pour l'instant, parce qu'ici, il faut dire aussi qu'économiquement, en point de vue emploi, nous sommes dans un taux de chômage très très bas. Je dirais que notre bassin de vie ici en Soule, le taux de chômage il doit être aux alentours de 5-6%. Toutes les entreprises pratiquement cherchent des travailleurs, des employés. Et voilà, les gens qui veulent travailler en Soule, ils travaillent. Les jeunes ici, les jeunes issus de Soule, il y en a très très peu qui sont au chômage. Même s'ils ne sont pas dans leur, je dirais,
S'ils ne travaillent pas dans la formation qu'ils ont faite, ils peuvent travailler dans n'importe quel domaine sans problème. Ça peut être un instant de leur vie, ils font cette activité-là, le temps de trouver autre chose, mais c'est sûr que les jeunes sous le terrain, il y en a très très peu au chômage. C'est une question d'attractivité, pour nous c'est un enjeu. C'est un enjeu parce que bon, il faut toujours rappeler malheureusement que la Soule en général et plus particulièrement la Haute-Soule, on est en déprise démographique assez importante malgré tout, même si ça s'est ralenti cette dernière décennie, je dirais. Mais malgré tout, on est en déprise démographique. On a une démographie, bon, on a beaucoup de personnes âgées, voilà. Et il faut qu'on attire des actifs. Alors voilà, c'est un peu dommage parce qu'en plus on a de l'activité, on a une qualité de vie, je pense, supérieure à beaucoup d'autres territoires. Je dirais même maintenant, je dirais même plus que sur la côte, parce que ça devient infernal là-bas, il faut le dire. C'est les gens eux-mêmes qui le disent. Et il y a du boulot. Nous avons des terrains disponibles, pas trop chers. Nous avons des logements vacants disponibles qu'il faut remettre sur le marché. On y travaille. Et voilà. Donc, mais je pense qu'on a un gros travail, particulièrement en Soule, à faire sur l'attractivité. Je pense que c'est surtout lié à la qualité de vie, hein. C'est l'ensemble, hein. C'est la qualité de vie. On a tous les services, pour l'instant, on a réussi à garder tous les services. On prenait un village comme un bourg comme Tardets, qui est une centralité pour la Haute-Soule, hein. C'est vraiment, je dirais, le goulot hein, c'est le saison, il est placé, je dirais, c'est un goulot, c'est l'entrée, je dirais, de la Haute-Soule. Vous avez des commerces, vous avez, même si bon, malheureusement il y en a qui disparaissent, même si là on sent un petit rebond, mais on a tout le service, on a des banques, on a tous les commerces, on a des supérettes, on a voilà, on a des petits centres commerciaux en fait, hein, voilà, non, mais beaucoup de gens s'étonnent ici, les touristes quand ils viennent ici, ils s'étonnent qu'on ait pour un village qui a un peu plus de 500 habitants d'avoir tant de services. Et ça, il faut qu'on le garde absolument. On a un collège, on a encore des écoles, on a une cachetola, voilà, on est vraiment, il y a toute une palette de services qu'on peut proposer aux gens. Et ça, je pense que ça étonne beaucoup de personnes qui viennent sur le territoire. Même, je dirais, beaucoup de personnes, beaucoup d'élus de la côte, voilà, sont parfois étonnés d'avoir cette activité économique aussi qu'on a en Soule, notamment en matière d'industrie. Je le rappelle moi sans arrêt, on est le second pôle industriel du Pays Basque. On a 1000 emplois industriels. Et puis, ce n'est pas des emplois, voilà, c'est des emplois, je dirais, à forte valeur ajoutée, que ce soit bureau d'études, voilà, c'est des entreprises qui travaillent dans des techniques très très avancées, des bureaux d'études, voilà. Et donc, on a toute une palette d'emplois à offrir à des jeunes qui veulent s'installer ici. Et donc, pour en revenir à cette qualité de vie, on est à 1 heure et quart de la mer. On est à 46 minutes, 1 heure des premières voilà, des premières stations de ski alpin. On a Irati, non, vraiment, on est dans un carrefour où je peux prendre par exemple l'exemple du bus. On parle de mobilité, il y a un bus qui va de Tardets jusqu'à Bayonne, qui fait, je crois, 3 ou 4 allers-retours dans la journée pour 2 euros. Voilà, vous faites tranquillement votre voyage sur la côte, vous n'avez pas de problème de circulation, de parking à l'arrivée. Voilà, vous avez des navettes là-bas sur site. Nos jeunes en profitent ici chaque été, les touristes en profitent aussi, et je pense de plus en plus. Cette question de mobilité va être de plus en plus prégnante. Et donc vraiment, on est à un carrefour où je pense que les gens qui cherchent une qualité de vie ont tout ce qu'il faut ici pour... alors il faut aimer la montagne, les randonnées, voilà, la mer, je ne dis pas à proximité. Voilà, un autre aspect aussi, je dirais, c'est la sécurité. Les gens ici, j'ai pas mal, notamment sur la commune, 2 ou 3 couples qui viennent du sud-est et qui en ont marre de la vie là-bas. Donc, et qui ici trouvent une sécurité. Ils nous disent souvent, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez ici. Voilà, pour l'instant, d'accord, qu'il faut qu'on le garde.
hebenko herrientako garen dut, bon, otaik bada. Jiten dia bai kostaldetik, badu zumait jiten, aseik hanko bizitzen muldia etzai habo gustatzen, ordien hunat hiantu dia, bada jiten betia eman dezagun Provence kont Alpe Côte d'Azur, hortik han jiten dia, sud-est erraiten dugu bezala, Frantzetik, nortetik eba jiten, Lilleik badu jinik, bada heben, Lanzeik jinik, bada, eta hoiko langiliak, ez erretretatu baizik, bena bai langile bai, aktif erraiten den bezala, eta, bon, hebenko bizitzen modela gustatzen zaie, eta honatu jantu dia. Bai alde batetik lan merkatiegatik, eta bai hebenko errandu den bezala bizitzen modela. Behar bada zumaitik ikusi dututi azken hilabete hoetan ikusi dutugun filma zumait edo dokumentario zumait telebistan, eta ikusi die batut Belgia bikote bate bai, jinik ondotik. Bon, Euskal Herria gustatu zaie, oin hase dia bizitza gune baten txerkatzen kostaldian, bela han argunt ikusi die presioak etziela jiraikitzena, presioentan zeian, eta ordin hoiante die meki marnek aldilat, eta sibirot, eta eben etxe bat atzaman dit, oso gustatu zaie, eta denetaik horra da, eran ezake, eta badia angleze li bat dut, eta bai, denetai bada, hor azkenik etxe bat eusi die Tolosako bikote batek, heke hanko bizitzen moldia ezabo gustuko, eta honat jantzedia, eta hola. Eman zagen Tolosaik jiten den bikote hoi, errakasle zen gizona, prof de biologi, erdezagun, eta hoi retreta sartzea den, mena be aktivitate bana hidu sortu heben, jite egisa, eta txiba josi du, ihea bat, egin erraitea, eta parte bana hidu jite bezala baliatu, eta hoi guetako ziarri untsa da, zen eta aktivitatea pizten du, mena bai, etxia josi dina zen, eta bigeren etxe bat, residence secondaire, eta hoi, ordin bilakatu da, hoi, residence principal, eta hoi, guetako ziarri untsa da, zen eta herrin egia azkarki lanin, justokilan, etxe hoik, bigeren etxe hoik, hebenko merkatien txarditien, hebenko gazten. Argunt erraiten die, badegula nortasun azkar bat, eta Euskal Herrien orkorketa sebio mereziki, eta oso gustatzen zaie hoi, eta hanitz gunetan nuntek egiten meitia galdu ipeita hoi, eta nortasun hoi egiazki senditzen die, eta bai mintzazia ibuz, eta guk nik larki gaiten dute bai, heltu berri hoier, hoi berdiela ben ganatu, ben hoi, hortan ez dugula amor emanen, hoi, nortasun hoi txegin nahi dugula, eta berrezik gue mintzazia, gue euskara nahi dugula, hua baita gue kulturaen fundamena, eta herrua, eta hoi senditzen ni, azkarki senditzen ni, eta gustatzen zaie. Nous, on a commencé à réfléchir à cette problématique, je dirais, des logements vacants et des résidences secondaires à partir il y a une dizaine d'années. C'est parti en fait d'un projet de lotissement qu'on avait, nous, sur la commune, parce qu'on avait des jeunes qui nous demandaient, et bon, les gens n'étaient pas trop vendeurs de terrains constructibles, donc on s'était dit, bon, nous on avait un terrain disponible, donc on va faire un lotissement. Et en même temps, c'était, je pense, oui, il y a une dizaine d'années, en 2011, je crois, il y a la communauté de communes de Soule, à l'époque, Soule Chiberoa, avait demandé une étude à l'EPFL, l'établissement public foncier local, sur le nombre de logements vacants, une étude globale sur l'habitat, et notamment sur le nombre de logements vacants par commune et le nombre de résidences secondaires.
Et là, on s'est aperçu, notre grand étonnement, parce que quand on vit tous les jours dans une commune, on ne le voit pas forcément, on a 30% de résidences secondaires, hein, ce qui est quand même pas mal, même si on n'a pas le record en Haute-Soule. Mais on a à peu près 200 logements sur la commune, donc il y a une soixantaine de logements à résidence secondaire. Plus une quinzaine, 10-15 logements vacants, c'est-à-dire qui sont vides de toute habitation, de tout habitant, et bon, des habitats qui sont un peu en déshérence. Et voilà, donc on a commencé à réfléchir vraiment à partir de ce moment-là, je dirais il y a une dizaine d'années. Cette étude a été faite sur toute la Soule, hein, voilà. Et donc là, on a commencé à réfléchir un petit peu ce que nous, on pouvait faire par rapport à ça. Donc il y a d'une part la problématique des logements vacants. Donc, quand on dit logements vacants, c'est souvent des maisons abandonnées, hein, des maisons en ruine. On se retrouve dans une des problématiques justement de ces logements abandonnés, ce sont des indivisions, hein. Souvent des propriétés en plein centre-bourg. Donc nous on a 3 bourgs, hein, Alos, Sibas et Avens. Et donc le village de Sibas est relativement épargné, les maisons sont en très bon état et voilà, c'est un très joli village et voilà, qui a réussi à garder son cachet. Par contre sur Avens et Alos, nous avions, je dirais, quelques belles ruines entre guillemets. Et donc on a commencé à travailler à ça. Donc moi j'avais d'un côté une demande de certains jeunes qui étaient intéressés par notamment une ruine à Avens. Et il y avait ce problème d'indivision. Alors lui, il n'aurait pas pu la résoudre, ce problème-là, parce que les gens, le problème des indivisions, c'est que quand déjà il y a l'indivision en elle-même, c'est compliqué. Plus il y a d'indivisaires, plus c'est compliqué. Et quand il y a un nombre restreint d'indivisaires, il faut qu'ils soient d'accord. Donc on a été confronté à un cas précis à des indivisaires, 4 indivisaires qui n'étaient pas d'accord. Enfin, 1 sur 4 qui n'étaient pas d'accord. Donc lui, il aurait difficilement pu régler le problème. Donc nous, on a attaqué le problème parce que nous avons des outils juridiques qui nous permettent de le faire, hein. En l'occurrence, c'était des parcelles abandonnées avec des ronces. Donc on a ce qu'on appelle un processus qui s'appelle abandon de parcelles, que nous, on a fait jouer avec l'aide de PFL. C'est très important parce qu'on a aussi des outils en Pays Basque qui nous permettent, qui nous soutiennent pour pouvoir mettre en place ces processus-là. Et en l'occurrence, le PFL nous a bien aidés. Et en 2 ans, on a réussi à exproprier l'indivision. Donc il y a tout un processus, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il faut, à un moment donné, il y a un estimatif du service des domaines qui donne une valeur immobilière. Et on l'a acheté à ce prix-là et on a revendu à prix coûtant à ces jeunes-là. Voilà. Qui depuis ont fait une très jolie maison. Tout n'est pas encore terminé, mais il y a un jeune couple qui est installé, qui ont 2 enfants. Et depuis, donc, ils sont installés en 2018. Et voilà, donc on est très contents. Et c'est cette démarche-là qui nous a encouragés aussi à continuer ensuite sur d'autres maisons qui étaient abandonnées. Donc il y a cette partie-là. Sur une autre maison, je vous donne un autre exemple, une autre maison qui était en location, le locataire, qui était une personne âgée, est décédé, le propriétaire souhaitait vendre. Donc nous, on s'est dépêché de se positionner dessus parce qu'on ne voulait pas que ça devienne une résidence secondaire. Et donc on a fait jouer aussi, donc on a utilisé le PFL pour ça, c'est-à-dire qu'ils ont, par contre après aussi le problème de la trésorerie, c'est-à-dire que nous on ne peut pas acheter toutes les maisons qui sont à vendre, donc qui sont abandonnées. Et donc l'établissement public foncier a un outil qui s'appelle le portage, c'est-à-dire qu'ils achètent pour la commune. Et là, ils ont donc acheté cette ferme-là, qui est la ferme Chalaveria, en plein bourg d'Alos. Ils l'ont acheté, donc on est en train de travailler sur plusieurs modèles, notamment sur un modèle économique qui s'appelle le BRS, Bail réel solidaire. Donc dans le cadre de l'organisme de foncier solidaire, EPFL est donc habilité ils ont un office qui s'appelle Biciteguia et donc on a fait jouer ça. Et donc pendant 4 ans, on paye que quelques intérêts sur l'achat qu'ils ont fait, aux alentours de 1 000 € je pense, et sur un bien qu'ils ont acheté à 80 000 €. Voilà. Et on a 4 ans pour élaborer un modèle économique, pour trouver un modèle économique qui nous permettra d'installer des jeunes. Et on est en train de travailler sur ce modèle économique-là, en BRS, donc, Bail réel solidaire. On a trouvé un couple de jeunes qui étaient intéressés.
On travaille avec eux, on les a intégrés au projet. Et c'est en train de se mettre en place là, gentiment. Et donc j'espère que d'ici 2 ans, sera abouti, parce que bon, évidemment, il y a tout un processus administratif à suivre, etc. Un bail réel solidaire, c'est-à-dire qu'un bail réel solidaire, en fait, le principe, c'est dissocier le foncier du bâti. C'est-à-dire que l'EPFL, l'établissement public foncier local, va rester propriétaire du foncier et va revendre uniquement la partie habitation aux jeunes couples candidats. Voilà, qui en contrepartie payera une petite redevance mensuelle, voilà, parce que c'est des bails, ce qu'on appelle un bail amphithéotique sur 90 ans. Après, ils peuvent disposer du foncier comme ils le veulent, hein. Mais le foncier, en fait, ça a deux fonctions, ça, hein, ce bail réel solidaire, c'est-à-dire, d'une part, faire baisser le coût de revient de l'achat immobilier pour les jeunes, et parce que c'est aussi, il faut le préciser, comment dire, ça concerne une certaine catégorie de jeunes actifs, qui sont, je dirais, dans les minima sociaux, je dirais, globalement, ça va, le plafond, c'est aux alentours de 1500 euros, je dirais, net par mois pour chaque membre du couple, hein, c'est-à-dire 3000 euros, je dirais. Voilà, hein, ça va quand même sur certains niveaux. Et ça, c'est d'une part, donc c'est pour ces gens-là là, qui puissent accéder à la propriété. Et par ailleurs, on verrouille aussi, je dirais, un peu le foncier pour qu'il n'y ait pas de spéculation derrière. Bon, même si en dessous, on est encore un peu à l'abri de ça. Mais on a vu des gens qui ont acheté, qu'on a aidé à acheter des terrains, qui au bout de 5-6 ans revendent, je caricature, mais au double. Enfin, je caricature ici, mais ça existe sur la côte, hein, donc clairement. Donc ça permet aussi de verrouiller le foncier, c'est-à-dire que le public, le pouvoir public, l'argent public, verrouille un peu le jour où parce que bon, on peut pas, malgré tout, il risque des accidents de la vie. Le couple qui va accéder via le BRS à l'achat de cette maison-là, à un moment donné, il peut souhaiter vendre, il pourra le vendre, mais il ne pourra pas le vendre à n'importe quel prix et il ne pourra pas le vendre à n'importe qui. C'est-à-dire qu'obligatoirement, ça restera une résidence principale et ça sera vendu à des personnes aussi, à des jeunes actifs qui seront dans le même cas qu'eux, avec des plafonds de ressources qu'il faut, etc. Voilà, donc c'est très très résumé, mais c'est un peu ça, quoi, hein. Il y a plusieurs fonctions qui mettent que là où on met de l'argent public, en fait, on verrouille. On sait qu'après, les gens ne pourront pas faire n'importe quoi. Mais le phénomène principal, c'est que, bon, je dirais la majorité des cas, c'est que bon, souvent il reste soit tous les membres de la famille sont partis à un moment donné, l'indivision au fil du temps s'est élargie, et à partir de là, ça devient très très difficile, soit de trouver que les indivisaires tombent d'accord, et ensuite de trouver un acquéreur parce qu'il y a de lourds travaux de rénovation à faire, hein. C'est le message que nous, les maires du Pays Basque intérieur, on a fait passer. J'imagine qu'on va en parler, mais le plan local dans l'élaboration du plan local de l'habitat, c'est un message fort qu'on a voulu faire passer et qui est passé, hein. On a été entendu quand même, je pense, et où il y aura beaucoup de biens comme ça qui sont des logements vacants qu'on doit reconquérir et qu'on doit réhabiter. Et ça va coûter. Donc c'est vraiment qu'il faut qu'on appuie là-dessus. Et en fait, l'indivision, elle se fait dans le temps, quoi, hein. Ou soit il reste une personne mais qui était célibataire, ou veuf ou veuve, et sans suite. Et après, donc, c'est un bien sans maître. Et donc, il faut il faut trouver le processus qui va bien pour. Après, c'est la commune, hein, c'est vraiment le conseil municipal qui doit prendre ça en main. Et je pense que dans beaucoup de communes maintenant, c'est le cas. Nous, on a commencé il y a 10 ans. Et bon, on poursuit cet effort-là. Et voilà. Et après, il y a des fois, les biens sont vendus aussi comme résidence secondaire. Donc là, on n'a pas beaucoup de leviers là-dessus, sauf que ce soit le maire et le conseiller municipal qui prennent les choses en main, qui ciblent qui anticipent. Voilà. Et c'est ce que nous, on est en train de faire. Pour prendre l'exemple, on avait une indivision où la personne qui était propriétaire avait légué ça à ses enfants, trois enfants, qui était devenu de fait une résidence secondaire, parce que les gens sont sur Paris, sur Dijon, voilà, mais qui ne venaient jamais. Donc nous, moi j'ai pris l'initiative d'aller contacter ces indivisaires. Donc sur 3, il y en avait 2 qui étaient d'accord pour vendre.
un qui ne voulait pas. Donc moi j'ai quand même, voilà, j'ai quand même insisté pour leur dire, bon, écoutez, c'est dommage que ces volets soient fermés toute l'année. Est-ce qu'on ne peut pas envisager au moins que vous le mettiez en location? Donc après, oui, mais en location je ne peux pas parce que c'est une maison qui est dans son jus, il faut qu'on la remette un peu aux normes, il faudrait que j'ai des devis. Bon, je lui ai dit, je m'en occupe. Je me suis rapproché de Solia pour faire un estimatif de remise à niveau de la maison, je dirais, pour pouvoir louer. Je lui ai, voilà, je lui ai présenté un peu ce qu'il fallait faire, etc. Bon, il a bien assimilé la chose. Après, ça lui a fait réfléchir là-dessus. Et puis, au bout du bout, il a dit, bon, non, finalement, je suis décidé à vendre. Je suis d'accord avec mes frères et sœurs. On vend. Moi, j'avais un couple de jeunes en parallèle qui cherchaient une maison. Je les ai mis en contact. La transaction s'est faite à ce début d'année. Ils ont commencé les travaux très très vite et ils vont s'installer à Bens. Voilà, ça c'est un exemple. Il y a toute une démarche que je fais systématiquement avec les résidences secondaires qui existent déjà. Avec des résidences secondaires qui ne sont pas ou très peu occupées. Alors là, j'ai été, comment dire, tout le monde m'écoute, mais tout le monde ne m'entend pas. Là, en l'occurrence, j'ai été entendu. Puis, il y a d'autres fois, je fais des courriers, on ne me répond pas, je relance chaque année. Voilà, donc il faut, comment dire, une pression, je dirais, amicale. Mais on le fait régulièrement pour expliquer aux gens, attendez, si vous les fermez, là, c'est pas bien, c'est pas sain, c'est pour personne. Et voilà, donc on est... Voilà, après, il y a un travail de persuasion à faire aussi. Je reviens sur ces maisons abandonnées, où les locataires, souvent, c'est un bien qu'ils ont hérité, ils sont ailleurs, mais ils ont hérité, ils ne veulent pas... Ça leur fait, comment dire, assez sentimental, beaucoup. Ils ne veulent pas, donc là aussi, il y a tout un travail à faire qu'on fait. Là, je n'espère pas sur une moitié ruine d'arriver à... Parce que j'ai des jeunes qui sont intéressés en plus, à arriver à aboutir à ça. Voilà, c'est un travail... En fait, je pense que c'est les maires qui doivent faire ça, les maires, le conseil municipal, parce que c'est nous qui connaissons mieux le territoire. Dans ce petit village, j'entends, après, c'est sûr que dans des bourgs un peu plus importants, c'est beaucoup plus difficile, même si c'est un travail à faire, c'est parce qu'il y a rien... Personne ne connaît mieux le village que le conseil municipal, je veux dire. Normalement, donc il y a tout un travail qu'on a commencé à faire et qu'on va continuer de manière continue d'ici la fin du mandat. Je pense que c'est un enjeu majeur du mandat. En tant que collectivité locale, quelle est la panoplie des outils dont vous disposez? Vous en avez évoqué quelques-uns, mais... Voilà. Donc on aura d'une part pour tout ce qui est ingénierie sur les procédures qui sont à notre disposition. Bon, il y a le PFL qui clairement fait un énorme travail, un très bon travail. Il y a des techniciens qui sont très à l'écoute et qui n'hésitent pas à venir. Même certains, on leur a conseillé de prendre une chambre à autosoul parce que depuis les dernières élections, ils viennent très très souvent ici parce que beaucoup de nouveaux conseils municipaux sont en train de s'approprier ces outils-là. Et je pense qu'il y aura un gros travail de fait là. Je parle de tout ce qui est ingénierie, donc tous les processus qui sont à notre disposition, c'est donc les procédures d'amendement manifeste, de péril aussi, parce que des fois des ruines constituent des périls. Voilà, on a exproprié notre indivision sur une ruine qui était en bordure de voie publique. Bon, là, par contre, on ne sait pas trop, parce qu'il y a d'énormes travaux à faire de rénovation, on ne sait pas trop quoi en faire, mais bon, on va y travailler, on va trouver une porte de sortie. Mais ils connaissent vraiment tout le processus. Je pense que c'est le mieux pour les collectivités, parce que bon, c'est un outil, c'est une structure qui a été mise en place pour justement aider les communes, et il faut vraiment en profiter. Il y a des super techniciens qui sont toujours disponibles et à l'écoute, et moi vraiment j'ai fait appel à eux systématiquement, et voilà. Et leur ingénierie porte sur quoi en particulier? Sur justement le déroulé de tous ces processus, parce que c'est très long, une expropriation. Moi j'ai mis 2 ans pour le cas que j'ai évoqué à Reims, j'ai mis 2 ans. Et moi je trouvais très très long, mais on m'a dit que c'était au contraire, que c'était passé très très vite, que c'était étonné même certains. Mais justement parce que j'ai été soutenu par le PFL, parce qu'il y a tout un parcours à faire. Il faut constater l'abandon manifeste, il faut faire un PV provisoire, un procès verbal provisoire, le maire doit faire ce procès verbal provisoire, il faut toujours laisser un délai de 2 mois pour une division pour réagir, s'ils ne réagissent pas, il faut un PV définitif. Ensuite, il y a toute une procédure administrative à mettre en place. Ça, c'est pour toute la partie
administrative, après une partie juridique parce qu'il faut solliciter le juge des expropriations. Donc vraiment c'est très très long et compliqué, c'est-à-dire que nous-mêmes, sans appui, un appui technique, ce serait difficile à faire. Le PFL est, je dirais, voilà, ils sont rodés à ce genre de choses et vraiment, un autre appui, c'est lorsqu'on veut acheter, j'ai parlé d'un cas où on a fait intervenir les PFL pour un portage. Le PFL est intervenu, mais ils interviennent dans la négociation. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui négocions. Bon, après le maire, s'il connaît les gens, même si on ne connaît pas, moi, enfin, j'ai fait cette démarche-là. Chaque fois, je vais voir les propriétaires, je me rentre en contact avec eux, je leur explique notre démarche. Et là, comment dire, je débroussaille un peu le terrain. Et le PFL vient ensuite, où j'ai négocie quelque part une fourchette de prix, et le PFL vient là-dessus, et eux, ils négocient le prix définitif. Et je les ai fait intervenir 2 fois là, sur une maison, donc on va qu'on va mettre à disposition de jeunes via le BRS, Bail Réel Solidaire. Et là, on est en train d'acheter une autre maison, qui était une résidence secondaire, et où on va faire 1 ou 2 appartements. Voilà. Mais à chaque fois, j'essaye quand même c'est comme avec les résidences secondaires, comment dire, on ne les rentre pas dedans, les gens. On fait passer un discours au propriétaire auparavant, et après, si ça marche, bien, on fait intervenir le PFL, ou si directement on peut le faire, on le fait directement. Pour les résidences secondaires que j'ai évoquées, j'ai fait comme ça. Mais le PFL est là, en tout cas, pour nous soutenir, parce qu'eux, derrière, ils savent négocier beaucoup mieux que nous. Voilà, s'il y a une petite problématique, même s'il y a une indivision, tout ça, ils savent faire. Et donc, voilà, ils sont là pour ça. Et il ne faut pas hésiter à faire appel à eux, quoi. Quand vous avez des indivisaires qui sont aux États-Unis, en Argentine, voilà, c'est très, très compliqué. Et puis, plus on laisse courir, plus c'est difficile. Donc nous, ce qu'on a fait sur un bien où on a fait jouer l'expropriation, c'est qu'à un moment donné, ils étaient 5 indivisaires. Donc bon, là, c'était différent parce que c'était beaucoup plus... On était plus dans la confrontation. Voilà, là, j'ai fait mon discours, mais j'ai été écouté, mais pas entendu, comme je l'ai dit. Donc là, on a dû rentrer dans le dur, là. Et donc là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, Et dans ce cas-là, vous avez... eh bien, on a joué sur l'état dégradé de la maison, qui était un danger pour la voirie publique. On a fait des travaux pour le compte de division parce qu'ils n'arrivaient pas, parce que financièrement, ils ne voulaient pas suivre. Et donc, on les a obligés à vendre, là, carrément. On a mis un peu plus de temps, parce que c'est toujours plus compliqué quand on n'arrive pas à s'entendre. Mais on les a expropriés. Voilà, il faut... Après, voilà, c'est une décision politique. Après, il faut assumer, quoi. Des fois, c'est dur, c'est parce que des fois, ça peut être des gens qu'on connaît. Et donc, mais bon, là, voilà, il faut assumer. Ça, c'est faire de la politique, moi, je considère que c'est ça. On avait des projets là, par exemple, j'ai évoqué la résidence secondaire, j'avais des jeunes qui étaient intéressés. Sur Charlaberry, la maison Charlaberry, on n'avait pas de jeunes, mais là, je les ai trouvés très vite, là. Voilà. Après, j'ai beaucoup de demandes, comme on l'a évoqué, j'ai beaucoup de demandes de jeunes, là, si on n'a pas des terrains constructibles, si on n'a pas des habitations à vendre. Alors moi, notre problématique, c'est ça aussi. Je leur fais visiter, je leur montre, et souvent, ils font aussi la lettre au Père Noël. Moi, je veux une maison, oui, mais pas trop dans le bourg, un petit peu, pas trop loin. S'il y a une belle vue, c'est mieux. Pas trop de voisins, un petit peu. Voilà, c'est tout le temps. Voilà, donc des fois, ça plaît ou ça plaît pas. Bon. Après, moi, je le monte systématiquement. Je le mets en contact avec les propriétaires. Après, ça marche pas. Des fois, ça a marché, parce que des fois, directement, on n'intervient pas. Ça matche directement entre voilà, l'offre et la demande, donc là, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, il y a cette problématique-là aussi. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine que nous, on a entamé il y a une dizaine d'années, qu'on est en train d'accélérer parce que la demande, justement, est de plus en plus forte, là. Et voilà, et qu'on mettra la pression de plus en plus sur ces maisons vides, voilà, parce qu'après, il faut faire jouer un autre outil qui maintenant va se mettre en place, parce que la taxe habitation ayant été supprimée, sauf pour les résidences secondaires, je pense à partir de 2023, parce qu'ici à l'intérieur,
comme on n'a pas de pression foncière, on ne peut pas faire jouer la fiscalité, mais à partir de 2023, on pourra. Donc je pense que beaucoup de communes ici feront le pas en disant bon, la taxe. Oui, bon, financièrement, après, le PFL peut faire le portage, hein, c'est-à-dire là, il n'y a pas de souci. Nous, dans les cas de figure qu'on a eu, on a ces deux cas de figure sur une division donc, qui avait des ruines. Donc là, on a acheté directement parce qu'on avait le candidat. Donc là, on fait juste l'intermédiaire. Et après, pour le cadre de la maison Charles-Berry qu'on va mettre à disposition via un BRS, là, le PFL assure le portage. Donc on a 4 ans pour faire le projet, hein, pour bien travailler le modèle économique. Et donc financièrement, nous, on n'est pas encore pénalisés. C'est aussi au bout de 4 ans, on n'arrive pas à trouver de solution. Là, il faudra qu'on rembourse les 80 000 euros sur 4 ans. Bon. Le PFL ne peut pas, dans l'état actuel des choses, parce que ça peut évoluer, dans l'état actuel des choses, il ne peut pas revendre directement en particulier. Il passe par la collectivité. Donc on fera aussi là l'intermédiaire. C'est-à-dire que nous, on rachètera le PFL et on le revendra à prix coûtant aux pétitionnaires, hein, aux jeunes qui veulent s'y installer. Voilà. Mais bon, le PFL est en train de travailler. On est en train de travailler parce que je suis aussi au sein du conseil d'administration et au bureau de l'EPFL. On est en train de travailler aussi sur comment on pourrait améliorer les outils existants, suivant la demande qu'on a les uns les autres, hein, qui remontent du terrain, et pour s'adapter un petit peu à cette demande, pour faciliter, je dirais, le travail des communes, notamment des communes qui n'ont pas beaucoup de trésorerie, hein, les petites communes comme nous. Nous, c'est un budget fonctionnement, c'est 220 000 euros. Hein. Donc on peut pas, on n'est pas riche, on ne peut pas le dire, hein, on n'est pas très pauvre non plus, mais les montées sont limitées. Mais il y a la volonté politique, et donc il faut qu'on utilise tous les outils à notre disposition pour faire aboutir cette politique-là. Et nous, c'est une forte volonté du conseil municipal ici, celle qui était en place il y a 10 ans et la nouvelle qui a été en place depuis un an. Et ça va être des axes majeurs de notre travail sur les 5 prochaines années maintenant. Anticiper, je vois, c'est déjà anticipé. Parce que bon, on n'a pas la fibre, mais on a quand même des outils, on a quand même un réseau qui est capable de. Voilà, il y a là des gens qui font du télétravail déjà. Hein, je veux dire, là, on l'a bien vu, je veux dire, le bon côté, je dirais, de la crise sanitaire, c'est qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de télétravail imposé. Et là, on a vu qu'on avait quand même du répondant ici. Hein, c'est-à-dire que, d'une part, il va y avoir obligatoirement un développement, nous on avait déjà prévu ça dans la politique globale, je dirais, sur la Soule, en matière économique, de développer des tiers-lieux. Ça va se faire, et ça existe à Barcus. Il y a des choses qui se rapprochent un peu à Tardets, c'est pas encore ça, mais bon, il y a des choses qui vont se mettre en place, c'est sûr. Et la fibre et le confinement, je dirais, a accéléré la chose, ce mouvement, et la fibre va arriver maximum 2023 ici. Voilà, qui seront ciblés, je pense qu'il n'y en aura pas partout. Bon, je pense qu'il y en aura un Tardets, on est en train de travailler dessus. Il y en a déjà qui existent à Barcus. On peut imaginer qu'il y en ait à Montlion, c'est sûr. On peut imaginer qu'il y en ait du côté d'Ordiarpe par là. Hein, voilà, il faut un peu dispatcher un peu, je dirais, sur le territoire. Mais la fonction d'un tiers-lieu, c'est justement c'est seulement, non pas seulement, je dirais, de travailler avec des outils performants, avec un réseau performant, mais aussi de se faire rencontrer les gens, les porteurs de projets, les gens qui discutent entre eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les gens apprécient, je crois, de plus en plus. Et on le voit, par exemple, au travers des pépinières d'entreprise. Hein, les gens. C'est des lieux de coworking, quoi. Oui, voilà, coworking. Mais voilà, oui, c'est exactement ça. C'est se faire rencontrer des gens, que les gens discutent entre eux, ça peut faire naître des idées, etc. C'est voilà, des lieux d'échange en fait. Hein. Nous on le voit particulièrement en pépinière d'entreprise à Montléon. Bon, les gens parlent entre eux, ne serait-ce que le coin café. L'effet cafétéria, l'effet coin café, c'est vrai que ça marche. Et donc c'est des choses qui vont se développer, ça c'est sûr. Hein, pour revenir à votre question. Et nous, on a une carte à jouer, bien sûr, parce qu'on a la qualité de vie, on a le cadre de vie. Si les gens peuvent travailler
Je pense qu'ils ne se gêneront pas, ne serait-ce que 2-3 jours par semaine au lieu d'aller... voilà, il y a des gens qui le font déjà, qui travaillent sur la côte, mais qui vont sur la côte que 2 fois par semaine. Et le reste du temps reste ici. Ils prennent des fois, je connais qu'ils prennent le bus Tardets, la ligne 51 je crois, qui va de Tardets à Bayonne. Ils peuvent même travailler dans le bus à la limite, hein. Ils arrivent là-bas et le soir ils repartent à 18h. Bon, il y a 2 heures de route, mais enfin bon, c'est quand même plus reposant. Voilà, de ne pas avoir toujours cette problématique de circulation, parce que bon, je ne vais pas vous expliquer, mais à l'entrée de Bayonne, c'est très compliqué, et le matin et en fin d'après-midi. Nous, on le voit aussi, quand on va en réunion, voilà. On met 1h15 pour arriver à l'entrée de Bayonne, et des fois une demi-heure, 3/4 d'heure pour arriver à Avenue Foch. Donc c'est extraordinaire pour nous. Nous, on ne comprend pas ça ici, parce que, voilà. Et je pense que les gens chercheront ce confort-là. Oui, mais ça, on saura répondre, hein, on saura y répondre parce qu'on bataille là-dessus. Nous, ça fait 10 ans qu'on a commencé. Je sais qu'il y a une nouvelle municipalité qui ont pris ça à bras le corps, notamment à Tardets, qui a beaucoup de logements vides aussi. Et généralement, c'est plus prégnant peut-être en Haute-Soule, mais surtout à la Soule, il y a des gens qui travaillent déjà, qui vont travailler là-dessus. Et d'une manière globale, nous, en commission territoriale, on fait ressortir ça comme un des axes majeurs de... Ça fait partie de l'attractivité. Pour attirer les gens, il faut qu'on ait de l'activité, on l'a. Il faut qu'on ait des logements, on l'a. Il faut qu'on ait des services, on les a, mais il faut qu'on bataille pour les garder, notamment ici en Haute-Soule. Et ce sont des axes majeurs que nous, on va travailler. Notre fil rouge, ça va être, je dirais, l'attractivité. Et dans ce cadre-là, on est obligé d'avoir tout ça, quoi. Et nous, on y croit fermement parce que déjà, ça a beaucoup ralenti. Le déclin démographique a beaucoup ralenti quand même, ici, malgré tout, depuis une dizaine d'années, je dirais. Et qu'on a pas mal de nouveaux arrivants. Et qu'on est quelque part, je ne dis pas condamné, mais il ne faut pas qu'on subisse. On sait qu'il y a des gens qui vont venir parce que la nature, de toute façon, elle a horreur du vide. Puis les gens, ils voient le pays ici, ils viennent en touriste comme ça, ils voient, ouais, c'est magnifique, c'est cadre de vie, tout ça. Les gens vont venir, moi j'en suis persuadé. Par contre, nous, il faut qu'on soit prêt à les accueillir, voir ce qu'on leur offre. Il ne faut pas qu'on subisse. Voilà, hein, comme, moi je pense que la côte, là, c'est ça. Ils subissent. Et le Pays Basque, côté littoral, subit ça. Alors c'est très difficile de travailler là-dessus, mais nous, on a encore cette chance-là de pouvoir anticiper. Et on doit faire valoir, nous, des choses. Mais on ne doit pas subir. On doit faire. On avait commencé d'ailleurs un dispositif qui s'appelait Hunkijin, Hunkijin, pour les nouveaux arrivants, avec un petit pack voilà, pour qu'ils ne soient pas perdus, en expliquant qu'est-ce qu'il y avait comme service, qu'est-ce qu'il y avait comme activité, comme association, voilà. Hein, pour pouvoir maximum intégrer ces gens-là. Alors, intégrer ces gens-là, ça passera par faire comprendre qui nous sommes. Et voilà, comment nous on est prêt à les accueillir, mais comment aussi doivent s'adapter un peu comme les Basques s'adaptent quand ils vont ailleurs. Hein, parce que souvent on dit qu'on n'est pas accueillant, ceci, cela, non, il faut qu'on... beaucoup me disent que c'est des bêtises, hein, que c'est pas vrai. Mais donc il faut qu'on fasse absolument passer ce message-là, et notamment au travers de notre identité, de notre culture et surtout de notre langue. Ça, beaucoup de jeunes actifs qui arrivent ici mettent leurs enfants dans les castolas. Pas tous, mais il y a un certain nombre qui mettent leurs enfants dans les castolas parce qu'ils se rendent bien compte que c'est un outil d'intégration formidable. Hein. Et nous, on veut absolument garder ça, parce qu'on ne veut pas être, comment dire, submergé à un moment donné, et qu'on perde cette identité-là, parce que c'est celle qui nous permet de garder nos spécificités, de garder notre culture, et la base, c'est quand même notre langue. Et ça, c'est le message qu'on fait passer systématiquement. Cette problématique-là, en fait, elle est liée à deux phénomènes, je dirais. D'une part, des gens qui sont partis d'ici, qui ont gardé un bien familial sur le territoire, et qui reviennent régulièrement. Et puis, à un moment donné, les enfants de ces gens-là viennent moins ou ne viennent plus du tout.
Donc soit sentimentalement ils sont quand même attachés à ce bien-là, donc ils reviennent de temps en temps quand même, soit ils sont plus intéressés, ils revendent à des gens qui ne sont pas forcément liés à ce territoire-là, mais auquel le territoire plaît, et voilà, et pour sa qualité de vie, et ses paysages, voilà. Et donc il y a ce phénomène-là, et puis il y a le phénomène des gens qui viennent ici, touristes, les chasseurs, les pêcheurs, ils voient ce territoire magnifique. Je pense à la Sainte-Engrâce, je pense à l'Arro, où il y a pas mal de bords qui ont été rénovés, qui sont passés à résidence secondaire. Malheureusement des centres-bourgs aussi, je pense plutôt à Lic, l'Arro, Sainte-Engrâce, ils ont énorme taux de résidence secondaire aussi. Et voilà. Et donc c'est lié, je pense, au départ, c'est peut-être lié à des gens qui étaient d'ici, qui sont partis, qui ont à un moment donné, qui jusqu'à un certain moment, ils ont gardé ces maisons-là dans leur bien, dans leur patrimoine, qui à un moment donné s'en sont séparés parce que les générations suivantes n'ont pas voulu la garder. Et puis il y a aussi, voilà, à un moment donné, il y a la question financière aussi qui rentre, j'imagine, quand vous avez une board, on vous propose tant d'argent pour vendre, voilà, et c'est tentant toujours. Voilà, les gens qui ne sont pas propriétaires le comprennent pas forcément, mais bon, voilà, il y a ce phénomène-là. Donc il y a aussi, je veux dire, notre travail aussi, ce sera de travailler là-dessus, et par commune, là encore, je dirais, c'est le conseil municipal, le maire qui doivent mener ce travail-là, c'est anticiper les choses. Quand on voit qu'il y a une maison qui va se libérer, qui n'est pas forcément de suite, déjà mettre une pression, entre guillemets, voilà, se positionner là-dessus, voir quel outil nous on peut mettre en place pour essayer de trouver des jeunes couples qui seraient intéressés, etc. Et peut-être aussi acquérir ces biens, ce que nous avons fait avec la maison Chalaveria, pour que ça ne devienne pas une résidence secondaire. Il y a beaucoup de travail d'anticipation à faire dans ces petites communes, que nous on est en mesure de faire, cette étude-là en direct, et qu'on est, nous en tout cas, en train de faire ici sur la commune. Le propriétaire privé, moi, comme je l'ai déjà dit, les propriétaires privés, je les mets en contact avec les jeunes qui sont intéressés. Après, ça marche ou ça ne marche pas. Et puis voilà, les propriétaires privés, nous, on rentre en contact avec eux déjà quand on sait qu'ils sont vendeurs. Je les mets en contact avec des jeunes intéressés. Bon, ça marche ou ça ne marche pas. Question de prix. Alors, on essaye de travailler avec ces propriétaires-là pour, qu'ils vont revoir un peu à la baisse en expliquant toujours la politique, c'est-à-dire moins de résidences secondaires et vraiment qu'on veut installer nos jeunes. Alors voilà, c'est là où on est entendu ou pas. Et voilà, il faut voir. Mais en concurrence, je pense pareil. Nous, on travaille, je dirais, même, même avec les agences immobilières. Il y en a certains qui travaillent avec nous. S'ils ont des gens qui cherchent des terrains constructibles, certains nous envoient les candidats. Je vois avec eux, je leur montre. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Tous les acteurs doivent travailler ensemble là-dessus. Mais il faut qu'on parle tous le même langage et que surtout qu'on ait tous le même objectif. Bon, c'est pas le cas peut-être de tout le monde, mais en tout cas, je pense que nous, au moins en tant qu'élus, il faut qu'on ait un même objectif et que tout le monde s'approprie tous les outils qu'on a. Et puis il faut aller politiquement, il faut prendre des risques, il faut y aller. Deux mots de conclusion? Non, en conclusion, on a quoi dire, qu'on a un gros travail à mener. Je dirais globalement en Soule sur ce problème d'attractivité, mais encore une fois, on ne doit pas la subir, on doit la préparer. Donc politiquement, il faut qu'on prenne une décision et qu'on anticipe, je dirais. Moi, je suis persuadé, encore une fois, que des gens vont venir ici. Mais il faut qu'on anticipe, qu'on s'approprie un maximum de biens et de terrains, comme de fonciers, je dirais, via les outils que nous avons, pour pouvoir, je dirais, d'une part, la spéculation n'arrive pas jusqu'ici, et que derrière nos jeunes puissent habiter ici dans un premier temps, mais aussi qu'on puisse accueillir des jeunes actifs de l'extérieur, parce qu'on est quelque part condamné, vu notre démographie, à accueillir des gens qui viennent de l'extérieur. Voilà. Est-ce qu'il y a des caniches? C'est